Alors Nagasaki, là c'est encore plus honteux, parce que Nagasaki, les Japonais avaient dit qu'ils allaient capituler, ils avaient dit qu'ils allaient se rendre. Mais si Nagasaki a été lancé, c'est pour que les Japonais capitulent sans condition. Donc là, en lançant une deuxième bombe atomique, les Américains étaient sûrs qu'ils pouvaient imposer toutes leurs conditions aux Japonais, ce qui s'est passé. Alors c'est des mondes sans tendresse. Alors après, il y a eu d'autres hontes, bien sûr. Et actuellement, vous savez, il y a eu le Rwanda, il y a eu le Cambodge, il y a eu... on disait, il faut raconter, il faut témoigner pour que ça se reproduise plus jamais. Les survivants des camps disaient, il faut le raconter pour que ça se reproduise. C'est pas possible que des hommes fassent ça à d'autres hommes. C'est pas possible. Il faut témoigner. Ils ont témoigné, ils n'ont pas été entendus. Primo Levi, si c'est un homme, son livre, il l'a écrit en 1946. Vous savez combien il a eu de lecteurs? 700. 700 lecteurs. Oui, c'est dans les années 70 que son livre a été publié. Oui. C'est même 80. C'est dans les années 80, parce que notre culture a changé. Et là, notre culture a eu le courage d'ouvrir les yeux. Il y a eu un film, Shoah. Il y a eu des hommes politiques, le procès Barbie. Voilà. Il y a eu des écrivains qui ont changé la culture. Et maintenant, après avoir fait taire les Juifs pendant 40 ans, il m'arrive de penser qu'on leur donne un peu trop la parole aujourd'hui. Mais ça fera la moyenne. Ça rééquilibrera. Avant de donner la parole au public qui est nombreux, donc on a bien compris que la honte était vraiment radicalement différente de la culpabilité, qu'un peu de honte était nécessaire, mais pas trop, car elle enterre littéralement, que la parole doit être libérée. Alors ma dernière question, avant de lire un petit passage, je sais que vous n'êtes pas forcément fan, mais moi il y a un passage de votre livre que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien pouvoir vous transmettre, vous communiquer. Juste une question, vous parliez de l'entourage, de la nécessité pour le honteux de faire participer l'entourage, de lui demander en quelque sorte de venir à son aide. Mais de quelle manière est-ce que l'entourage peut venir au secours du honteux? Comment soutenir quelqu'un et surtout comment arriver peut-être à détecter ou à percevoir qu'il y a une honte? Vous avez souvent parlé de votre institutrice qui a été un secours et un point de résilience très, très important. Probablement, elle vous a aidé aussi à sortir de la honte que vous aviez enfant après ce qui s'était passé dans votre... Je dirais peut-être pas comme ça. Non, c'est vrai qu'à cause de mon enfance, quand j'étais enfant, j'étais considéré comme un sous-homme. C'est-à-dire ma famille avait disparu, j'ai été arrêté, emprisonné, j'avais 6 ans et demi, j'ai été condamné à mort à 6 ans et demi, j'avais clairement compris, j'avais pas le droit d'aller à l'école. Si j'avais été à l'école, les juifs qui allaient à l'école étaient arrêtés, ils disparaissaient, et ils disparaissaient en fumée, c'est le cas de le dire. Hein. C'est pas une métaphore, ça. Donc, je ne sais pas si j'avais un sentiment de honte. J'avais un sentiment d'injustice, de rage contenue, mais je ne sais pas si j'avais un sentiment de honte. Je crois que, en revanche, quand la culture a changé, et après la guerre, quand je racontais ce qui m'était arrivé pendant la guerre, les gens ou bien ne me croyaient pas, ou bien éclataient de rire. Vous avez bien entendu. Les gens éclataient de rire. Qu'est-ce que tu vas raconter? Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, ça, ou alors, une fois, ce qui m'a fait taire pendant 40 ans, c'est que je devais avoir une dizaine d'années, et un monsieur m'avait demandé de raconter. Il y avait 4 ou 5 personnes autour de lui, et j'ai raconté comme un enfant. Et à ce moment-là, il m'a donné des sous, et il m'a dit, va t'acheter des bonbons, tu racontes de belles histoires. Alors je me suis dit, les adultes, ils peuvent pas comprendre, autant se taire. Et c'est confortable de se taire, parce qu'on n'a pas à élaborer, on n'a pas à parler, on n'a pas à justifier, on n'a pas à argumenter. Il suffit de se taire pour être tranquille. Mais on ne se rend pas compte qu'en se taisant, on s'ampute de toute une partie de notre existence. Donc ce qui m'a redonné la parole, c'est vous. Oui, enfin très peu. Vous l'aviez prise avant. Ce qui m'a redonné la parole, c'est la culture en changeant.
Ce qui m'a redonné la parole, c'est l'illusion de m'être un peu renforcé. J'en suis pas toujours sûr de ça. Mais alors à ce moment-là, j'ai osé dire je. Mais j'ai osé, j'ai pas de plaisir à dire je, mais j'ose et je peux me forcer à dire je. Mais j'ai pas de plaisir à dire je. Je préfère parler des autres qui sont mes porte-paroles, qui sont des représentants de moi. Donc faut pas trop me croire quand je vous dis ça. Donc, mais ça fait rien. Les autres sont mes porte-paroles. Mais je sais pas si cette démarche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Elie Wiesel, après la guerre, disait « Il m'est interdit de me taire et il m'est impossible d'en parler. Il m'est interdit de me taire parce que si je me tais, je trahis les miens. Alors quoi? 6 millions de morts en 3 ans pour rien, comme si de rien n'était, c'est pas possible. Il m'est interdit de me taire. Son père est mort dans ses bras. Il était à Auschwitz avec son père et j'étais à son 80e anniversaire à Paris. Et il disait, ben voilà, si il n'y avait pas eu Auschwitz, je serais actuellement, j'aurais un petit métier, probablement en Moravie, probablement. Je suis devenu journaliste, j'ai écrit des livres, j'ai eu le prix Nobel, je suis professeur aujourd'hui à Boston, près de New York. Apparemment, tout est réglé, j'ai 80 ans, il m'arrive, son père est mort à Auschwitz, et à côté de lui, et il y avait un quartier de pain pour tenir la journée. Et quand son père est mort, quelqu'un lui a dit « Mais tu vois bien que ton père est mort, tu devrais lui prendre son morceau de pain. » Et le garçon de 14 ans a pris le morceau de pain de son père. Et il dit « J'ai 80 ans, il m'arrive encore de rêver que j'ai tué mon père en lui prenant son pain. » Donc c'est pas... Il a une vie glorieuse. Alors il a on dirait Snoopy, vous savez, le chien Snoopy qui a les yeux. Non, c'est Droopy. Snoopy, c'est celui qui est sur la niche. C'est Droopy. Droopy, c'est ça. Vous savez, je suis heureux, vous savez. Et que, il a une. Vous ne le direz pas, hein, mais non, je ne dirai rien. Il a une tête de Droopy et quand on le côtoie, il est gai comme tout, il a un humour, il est gentil et gai comme tout. J'ai eu l'occasion de parler avec certains de ses étudiants l'adorent parce qu'il est très attentif, il travaille beaucoup avec eux. Et voilà, donc apparemment, il a tout réglé, au fond de lui, quelque chose n'est pas réglé. Oui, c'est ce qui est arrivé à Primo Levi qui a fini par se suicider, hélas. Donc oui, il y a une part quand même, quelque chose d'insoluble. Juste pour terminer, je voudrais juste dire une chose qui m'a beaucoup frappée dans votre livre, que j'ai trouvé très, enfin entre autres choses, mais très jolie, c'est la référence que vous faites à Lilliput comme étant le symbole même du honteux. Il est réduit tout petit, il n'est pas encore sous le tapis, mais presque, et il est le symbole même de la honte ou du honteux. Oui, Lilliput, ça veut dire Lilliputien. Hein, oui, Lilliputien, bien sûr, tout le monde avait compris. Oh. Je n'ai pas parlé d'une péripapéticienne qui s'appellerait Liline. Alors oui, c'est ça, c'est le sentiment, c'est ça, le sentiment d'être rabaissé tout le temps. Mais c'est moi qui me rabaisse sous votre regard. Parce qu'il m'est arrivé d'être réellement méprisé par des gens dont je n'attendais pas l'estime. Je ne me suis pas senti rabaissé, puisque j'attendais rien d'eux. Ils pouvaient penser de moi ce qu'ils voulaient, ça m'était complètement égal. Mais si j'attends quelque chose de vous, et si je pense que vous pensez que je suis minable, je me rabaisse à votre regard. Et là, c'est le fantasme lilliputien, et non pas de Madame Lilliput. Merci beaucoup, vraiment. Alors, est-ce que vous m'autorisez quand même à lire ce petit passage? Oui, vous ne m'en voulez pas? Je ne vais pas être honteuse. Ou est-ce que vous voulez le lire, vous? Ah non, moi, bon. Alors, on va essayer.